Brice Chal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Deloitte Afrique francophone et par ailleurs membre du comité exécutif de Deloitte France. Deloitte Afrique francophone a publié en septembre dernier une étude qui est très intéressante, c'est la deuxième édition qui a été menée auprès de dirigeants d'entreprises africains, le baromètre des CEO africains en bon français. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci a été réalisée en 2 temps. Une première partie menée fin 2019, début 2020, avant la crise sanitaire, et qu'une seconde partie complémentaire a été réalisée entre avril et juin dernier. Alors ce qu'il en ressort, comme en Europe, comme en Amérique, comme en Asie, c'est que le digital a été un outil formidable pour faire face à la crise du Covid-19. Dans bien des cas, cela a permis d'assurer une continuité des activités pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises. Est-ce que la résilience de l'Afrique, qui va connaître une grosse période de récession, peut-elle venir du numérique ? Alors, en effet, le numérique est une des solutions pour assurer la résilience des entreprises. Je pense que les dirigeants africains ont aussi réalisé à quel point, comme d'ailleurs beaucoup de dirigeants en Europe et aux États-Unis, leurs organisations n'étaient pas si digitales que ça, même si la technologie, le digital font partie des tendances de fond qu'on observe depuis maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années dans nos différentes économies. Alors, à la fois, bien évidemment, pour leurs propres opérations, comment je m'organise et je travaille et j'opère avec mes employés, avec mes tiers, mes clients, mes fournisseurs à distance. Et finalement, cette période de crise leur a permis de prendre conscience de toutes les évolutions qui étaient attendues dans le marché autour de ça, mais aussi dans leur relation avec les clients. C'est-à-dire que ce qu'on observe aussi en termes de tendance, c'est une évolution du comportement des consommateurs, y compris en Afrique, notamment par rapport à l'accès aux biens et aux services à distance, et le digital y contribue. Alors, quand on parle de l'Afrique et du numérique, on a tendance à employer le mot de leapfrog en anglais, c'est-à-dire c'est un saut de grenouille. On pense notamment au Kenya où les gens se servent de leur téléphone portable pour payer, pour faire des transactions. Quelle transformation concrète ça peut engendrer dans les mois ou les années qui viennent ? Alors, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas dans un certain nombre de domaines de jeu en Afrique. Et quand on parle d'innovation en Afrique, c'est essentiellement le mobile qui est mis en avant en termes d'innovation, y compris au niveau des entreprises et auprès des consommateurs, ou même dans le secteur public, comme étant l'élément d'innovation. On a en Europe, aux États-Unis, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain. En fait, ces technologies-là, pour l'instant, n'ont pas un niveau de pénétration très élevé en Afrique. Donc c'est vraiment le mobile comme source d'innovation. On retrouve ça aussi dans le secteur public. Donc il y a beaucoup de projets et d'administrations qui sont en train de réinventer la façon dont elles interagissent avec leurs usagers, déployant des solutions autour du mobile, notamment pour pouvoir, et ça a été le cas dans le cadre des plans de réponse à la crise, être capable par exemple de pouvoir attribuer ou distribuer des aides sociales ou des aides tout simplement aux populations. Et donc, le digital, y compris dans le secteur public, pour les gouvernements et pour les administrations, comme étant un outil d'accélérer, d'accroître ce qu'on appelle l'inclusion sociale et financière des populations. Alors l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, va connaître sa première période de récession en l'espace de 25 ans, ce qui est énorme. Donc ça va marquer un arrêt dans la croissance. Cette crise est lourde de conséquences, on le sait. Vous avez interrogé aussi les dirigeants d'entreprises africains sur ce projet de marché unique africain, la fameuse ZLECA, pour zone de libre-échange continentale africaine. En quoi cette ZLECA peut-elle aider le continent à retrouver le chemin de la croissance ? Et est-ce que c'est possible maintenant ? Alors les dirigeants, en tout cas les dirigeants africains, l'affirment, puisque bien évidemment avant le Covid et après, pendant le Covid, les perspectives d'optimisme ou de pessimisme par rapport à l'économie ont complètement basculé. Ils étaient à 85% optimistes, ils sont plutôt à 20-25% maintenant. Mais sur le long terme, les dirigeants africains restent optimistes. Par rapport à la première édition du baromètre, on a même une progression de ce sentiment d'optimisme. Alors ils mettent en avant le fait que, bien évidemment, leurs entreprises ont la capacité de pouvoir aider les économies, bien évidemment, à se développer d'un point de vue sociétal et économique. Et la ZLECA, donc l'intégration à la fois d'un marché beaucoup plus large, comme une des solutions pour assurer le développement de l'Afrique. Alors, donc ils aspirent tous à ça.
Clairement, en fait, dans le baromètre que nous avons réalisé, on a vraiment cet élément-là qui est mis en avant. Et par contre, leur niveau d'inquiétude et de vigilance, c'est sur la façon d'opérationnaliser cette intégration, puisque pour la mettre en œuvre, toute une série de barrières, d'éléments complexes qui vont depuis les sujets de douaniers, des sujets de logistique, des sujets économiques, des sujets politiques, sur ce chemin de la mise en œuvre de la ZLECA. Donc la solution peut venir de ce marché unique. On a beaucoup entendu parler aussi depuis l'émergence de la crise du fait que de grands groupes occidentaux voulaient être moins dépendants des marchés asiatiques et des centres de production basés en Asie. Est-ce que l'Afrique peut profiter de relocalisation de centres de production en Europe ou alors même sur le territoire africain? Alors c'est une tendance qu'on observe plutôt au Maghreb aujourd'hui. Donc on est interrogé effectivement par un certain nombre de groupes qui regardent et étudient attentivement la capacité de relocaliser en Tunisie, au Maroc, un certain nombre... En Algérie aussi? Un petit peu en Algérie, mais c'est surtout effectivement la Tunisie et le Maroc en ce moment, de relocaliser un certain nombre de leur production. Alors, est-ce que ces évolutions-là ou ces études-là vont se traduire par des phénomènes de fond au-delà du buzz que peut occasionner effectivement cet élément? On le verra dans les prochains mois, mais c'est effectivement un sujet important. En Afrique subsaharienne, l'enjeu est différent, puisque là, on a des économies qui ont un tissu industriel et un tissu d'entreprises et de PME qui est beaucoup moins dense et beaucoup moins développé. Ouais. Et donc là, l'enjeu principal, c'est comment on fait en sorte de pouvoir développer au niveau local ce tissu industriel. Et donc, il y a toute une série de projets pour créer des filières, essayer d'être dans une économie qui est moins dépendante de certaines matières premières, beaucoup plus créatrice d'emplois par rapport au secteur industriel et au secteur des services. Je pense que c'est un préalable indispensable avant de pouvoir avoir la capacité de relocaliser des... Être moins dépendant des matières premières à l'heure justement où le prix des matières premières est en baisse. Pense aux hydrocarbures notamment, dont dépend beaucoup par exemple le Nigeria, l'une des plus grosses économies africaines. C'est un enjeu de taille. C'est un enjeu de taille et aujourd'hui dans la façon dont les économies sont résilientes ou pas face à la crise, il y a une différence entre celles qui sont très dépendantes de ces matières premières, que ce soit le pétrole, ou même des matières premières agricoles, et celles qui le sont moins. Il y a un effet et un impact en fait de la crise, notamment de la crise internationale, qui est plus ou moins fort en fonction des économies, et de leur capacité à avoir développé ou pas ce tissu d'entrepreneuriat, d'entreprise, qui permet d'assurer cette forme de résilience dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Et ce mouvement de création de grands groupes panafricains, de PME africaines, qu'on a observé ces dernières années, devrait continuer? Alors oui, c'est clair, c'est une tendance de fond. Nous, on l'observe depuis maintenant plusieurs années, et en particulier depuis 2 ans avec le baromètre, avec un certain nombre de groupes qui sont... plutôt des groupes à capital familial. Ouais. Peu connus en Occident, mais très connus sur les marchés africains, évidemment. Peu connus, et qui progressivement ont pris la place des acteurs internationaux qui ont décidé de se retirer de l'Afrique. Donc avec un business model qui est très adapté dans son côté opérationnel à la culture locale, avec des groupes qui se développent par exemple sur une dizaine de pays, donc avec une dimension qui est aujourd'hui régionale et pratiquement panafricaine. Une grande diversification, donc ça c'est une des leçons de ce baromètre depuis 2 ans, c'est que finalement la clé de la résilience et de la réussite, c'est d'être diversifié en termes de marché, puisque chaque marché est un petit marché en termes de taille, et diversifié aussi en termes géographiquement et aussi en termes de segments et en termes d'activité. Donc c'est typiquement le genre de stratégie qu'on observe moins en Europe ou dans d'autres marchés. Et la dimension à la fois entrepreneuriale, familiale, avec une culture très forte et donc une capacité de ces organisations à recruter des talents, les former, les faire évoluer au niveau de l'organisation, une certaine forme d'agilité dans la façon dont ils se déploient et absorbent justement les chocs. Pas que sanitaires, les chocs aussi politiques. Avec de nombreuses échéances électorales cette année. Exactement. Bien sûr. Merci Brice Chal. Merci.